Écoutez, on est sur une super campagne actuellement. Je pense que vous avez un petit peu suivi. Donc là, on a un gros enjeu dimanche avec ce premier tour des municipales. Ah tiens, ça va me faire... premier tour des municipales. Et donc premier tour des municipales dimanche. Et un gros enjeu parce qu'on est un an avant les élections présidentielles. Donc évidemment, il y a plein d'enjeux locaux qui sont très importants. Et il y a aussi des enjeux nationaux. On a notamment, enfin moi ça me tient à cœur, j'en parle ce soir, cette peste brune à l'extrême droite qui est montante et avec laquelle nous, avec la France Insoumise, on fait totalement barrage. Et on a vu partout où cette peste brune monte, ce qui l'a fait monter encore plus, c'est la compromission. C'est le fait de faire des petits pas, le bruit des pantoufles, enfin le silence des pantoufles du coup, face au bruit des bottes. Nous, on s'oppose totalement à ça. On est vraiment dans cette idée de rupture. Et j'ai des personnes de marque qui vont parler de cette histoire de rupture d'ailleurs ce soir. Donc, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir encore une fois de vous voir toutes et tous ici ce soir. Et je vais annoncer nos trois stars de la soirée, dont une qui est un peu moins locale et deux qui sont quand même plus du cru. Même si finalement, vu le nombre de fois qu'elle est venue, elle commence à être un petit peu brestoise. Alors, je vous demande un maximum de bruit pour Cécile Baudouin, la tête de liste de la liste municipale Brest Insoumise. Pour Mathilde Panot, la présidente France Insoumise, du groupe parlementaire France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et pour juste derrière, le député insoumis, Pierre-Yves Cadalin, évidemment. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. On va commencer par l'heureux gagnant des législatives de 2024, Monsieur Pierre-Yves Cadalin, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de se retrouver ainsi ce soir en si grand nombre. Nous sommes 400 à la salle des syndicats à Brest pour marquer une chose importante. Dire que Brest est insoumise, dire que Brest est antifasciste et le restera, dire que Brest est solidaire, Brest la rouge, Brest la verte, Brest de toutes les couleurs que nous voudrons bien lui donner dimanche. Merci à toutes et tous d'être ici. Merci à Mathilde Panot de nous faire l'honneur de sa présence venue depuis Paris, la redoutable combattante et présidente de notre groupe parlementaire. Merci. Je parlerai de Cécile tout à l'heure. Merci, bien entendu, aux personnes qui nous font également le plaisir de rendre cet événement accessible en le signant et en permettant que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce que nous disons, car c'est bien l'un des enjeux également majeurs de cette élection municipale, faire de Brest toujours plus, toujours davantage une ville inclusive. Et bien entendu, nous avons entendu la remarquable musique avant, nous allons en entendre après, et comment ne pas dire également, à cet instant, que Brest est une ville profondément créatrice, une ville de culture, une ville qui vit par son tissu associatif, lequel nous chérissons, lequel nous allons défendre et lequel nous savons menacer par la droite et l'extrême droite. Nous ne céderons jamais. Et puisque vous êtes si nombreuses et si nombreux ce soir, c'est l'occasion également de dire que ce qui se joue à l'occasion de ces élections municipales et ce qui se joue ce soir, ce qui se jouera la semaine prochaine, c'est notre détermination à savoir que la République, la démocratie, ne se défend
pas que par des mots, mais par des actes concrets, par des organisations collectives concrètes, par le fait associatif, par le fait syndical, par le fait politique, par le fait qu'on préfère être ensemble qu'être tout seul, et que c'est cela être de gauche. Cette liste d'ailleurs, cette liste sur laquelle j'ai l'honneur de figurer, cette liste est à l'image de notre ville, de tous les quartiers, de tous les horizons professionnels, de tous les engagements, de personnes convaincues qu'il est nécessaire, enfin, de renouveler les mécanismes, les fonctionnements et les pratiques ici à Brest. Un air nouveau peut souffler sur Brest les 15 et 22 mars. Contribuez-y! C'est la force de cette liste qui est une force de représentation. Mais vous savez, comme moi, que la démocratie ne fonctionne pas uniquement sur la représentation. La démocratie fonctionne par le pouvoir que l'on veut bien prendre et que l'on prend sur sa vie soi-même. Et la commune est l'échelle de base de la démocratie. Aussi, j'en suis certain, à la victoire de Brest Insoumise, avec cette équipe formidable, eh bien, les citoyennes et les citoyens de Brest auront plus de pouvoir. Un budget spécifique sera alloué par quartier pour que les habitants puissent décider eux-mêmes des projets prioritaires sur leur quartier. Et au fil de la campagne, nous avons bien vu de cela parler à beaucoup de monde. Je ne vais pas citer tous les quartiers parce que ce serait trop long. Mais il n'y en a pas assez. Aussi, nous voulons en créer 3 nouveaux pour que les mairies de quartier soient au plus proches des habitants, pour que les habitants retrouvent davantage de pouvoir. Et lorsque je parlais du changement des pratiques, je parle aussi d'une municipalité qui soit plus proche des habitants, à leur écoute, et une municipalité qui, là aussi j'ai des exemples nombreux, écoute davantage les services quand ils ont une expertise technique, une expertise de travailleuses et de travailleurs, une expertise qui vaut pour donner un contenu effectif à la politique municipale. Respect pour tous les agents, et je vous invite à lire la lettre que Cécile Baudouin a écrite à l'attention de l'ensemble des agents de la commune et de la métropole, parce que je suis convaincu que Cécile Baudouin et l'ensemble de l'équipe seront des employeurs exemplaires, ce qui est absolument nécessaire. Et en fait de démocratie, prenons un petit exemple, parce que c'est un exemple qui est parlant. Le stade. Alors vous savez qu'il y a un projet de nouveau stade. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, ce projet de nouveau stade était littéralement vendu par les frères Le Saint et le candidat du Parti socialiste à cette élection, était vendu comme, si vous voulez, un projet qui n'allait coûter aucun euro d'argent public. Aucun euro d'argent public. Voici comment le débat sur le nouveau stade a commencé dans la commune. Voici comment il a commencé dans la métropole. Aujourd'hui, la chose est claire. C'était un mensonge. Et nous avons expertisé le projet. Il y en a pour 60 millions d'euros d'argent public. Nous ne le voulons pas. Nous voulons que Le Blé, ce stade de football populaire, soit rénové avec les habitants, pour eux, et pour un coût moindre que ce projet qui ne sert qu'une chose, les intérêts des frères Le Saint. Devrais-je d'ailleurs préciser que nous sommes la seule liste à proposer que le stade Le Blé soit rénové. Nous sommes la seule liste à nous opposer au projet de nouveau stade, la seule sur 10 listes, de même que nous sommes la seule liste à avoir fait collectivement le choix de présenter, pour entrer pleinement dans le XXIe siècle, une femme à sa tête, Cécile Baudouin. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur les chemins de l'action collective. Parce qu'en 2016, nous étions une dizaine, ici, à créer la France Insoumise. Et dans cette dizaine, et autour d'un certain nombre de militantes et de militants, Mathilde Panot était déjà venue, elle n'était pas encore députée, pour organiser la campagne, et Cécile Baudouin était déjà également de la partie.
Et vous savez, dans les chemins de l'action collective, et je sais que vous le savez, vous les associatifs, vous les syndicalistes, vous les personnes passionnées de l'existence et de la vie, vous savez qu'au chemin des rencontres que l'on fait, ce sont également des amitiés que l'on tisse. Et je suis fier de pouvoir dire, et de Mathilde Panot et de Cécile Baudouin, qu'elles sont non seulement des remarquables camarades, mais des amis que je remercie pour notre engagement commun. Et certains, parfois, peuvent dire « Oh, il faut avoir de l'expérience, etc. pour être maire. » Bien justement, voilà plus de 10 ans que nous sommes engagés. Voilà plus de 10 ans que nous faisons du porte-à-porte. Voilà plus de 10 ans que nous sommes à l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Aujourd'hui, nous sommes définitivement prêts et je vous donne une petite information comme cela au hasard. Lorsque Johanna Rolland a été élue maire de Nantes, elle avait l'âge de Cécile Baudouin. N'hésitez pas à le répéter. Alors voilà. Les chemins de l'action collective passent donc par des fils d'amitié et de lutte commune que l'on tisse. Et je crois que c'est important de le dire dans le moment. Parce qu'en permanence, nous sommes bombardés d'informations négatives. Et oui, les temps sont troubles. Oui, les temps sont durs. Mais pour résister à cela, pour se dire que la démocratie se fait ensemble, qu'elle se fait effectivement, quelles que soient nos orientations religieuses, que nous soyons athées, musulmans, catholiques, juifs, bouddhistes, que sais-je, quelles que soient nos orientations sexuelles, quelles que soient nos origines, que nous soyons racisés ou non, elle se fait ensemble au nom du bel idéal républicain que je crois, et je vous le dis comme député, je le pense fermement, nous sommes les seuls à défendre dans ce pays. Cécile fera une remarquable maire de Brest. Elle fera une remarquable maire de Brest, et je crois, lorsque je parlais d'entrer dans le XXIe siècle, que beaucoup nous ont dit pendant cette campagne qu'il y avait la nécessité d'une alternative, la nécessité d'une nouvelle Brest, comme nous parlons de Nouvelle-France. Et lorsque nous parlons de Nouvelle-France, ce n'est pas pour insulter qui que ce soit, c'est pour dire que dans la vie, c'est comme ça. Nous avançons vers l'avenir, la société évolue, et une génération après l'autre, nous construisons le futur. Et comme je suis heureux ce soir de voir que toutes les générations se mélangent. Certains sont venus avec leurs plus petits, d'autres ont les cheveux blancs et nous les aurons aussi. Mais ensemble, nous savons que nous avons toujours, politiquement, un avenir commun à construire. Nous avons, je disais, commencé à une poignée ici. Nous sommes très nombreux et très nombreux ce soir. Et je crois qu'il y a la nécessité de dire et de saluer le remarquable élargissement de la force que donne cette campagne. Je veux saluer l'ensemble des personnalités syndicales, associatives, du monde culturel, des citoyens qui ont rejoint notre comité de soutien. Et puisqu'il l'a écrit, pour excuser son absence, je tiens à saluer le soutien à la Palestine, à la cause du droit des Palestiniens, mais également ici à Brest Insoumise, du formidable artiste Yann Tiersen. Merci à lui. Vous savez, alors ça c'est pour la petite blague, j'en ai pas fait une seule parce qu'il faut que j'aille assez vite. Mais pour la petite blague, la dernière fois, François Thion m'avait dit « T'as vu, j'ai Yvan Le Bolloc sur mon... » Non, il faut pas... J'ai Yvan Le Bolloc sur ma liste de soutien, etc. Je dis « Oui, bah, très bien. » Et puis il avait l'air très content, quoi. Bon, cette fois-ci, je lui ai pas dit, parce que la dernière fois, Yann Tiersen le soutenait, lui. J'ai pas dit « T'as vu François? Nous, on a Yann Tiersen. » Mais bon, ça fait plaisir, parce qu'on se dit que certains, dans la période, ont des repères, savent qui défend l'égalité, la liberté, la fraternité, et sont intransigeants avec cela, parce que cela vaut d'être intransigeant, et cela vaut, pour celles et ceux qui se rappellent de la musique de film qu'il avait composée, cela vaut à ce jour, je crois, d'inventer le fabuleux destin de Cécile Baudouin. J'appelle donc à la mobilisation la plus large. Si nous faisons ce type d'événement,
Ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir, se dire que c'est bien de se retrouver, même s'il n'y a pas de honte à cela. C'est aussi pour que je puisse vous dire et que nous puissions vous dire qu'à ce stade, alors que le premier tour approche, alors que le deuxième tour viendra ensuite, c'est le rôle de chaque citoyenne et de chaque citoyen, et non plus seulement des militants, d'aller faire campagne, d'aller convaincre. Prenez des tracts, mobilisez, engagez-vous sur les réseaux sociaux parce qu'il faut que la participation soit maximale si ici nous souhaitons et nous allons changer la ville et changer la vie. Allez-y, mobilisez-vous! Parce que la participation est absolument décisive. Vous voyez, en 2020, 36% des Brestois se sont déplacés au premier tour. 36%, 1 sur 3. En 2014, 51. En 2008, 53. En 2001, 53. Et savez-vous combien étiez-vous aux dernières élections législatives à Brest à vous déplacer? 69%. Soyons 70, 75, 80% à participer à ces élections. Et alors nous changerons la ville. Et alors nous pourrons ensemble réinventer Brest. Mais pour cela, eh bien, il faut que d'une certaine façon le travail, et c'est normal qu'il y ait choix en temps normal, à la force militante, soit partagé largement par toutes et tous, par vous qui êtes ici. Dites-vous que d'ici au 15 mars, que d'ici au 22, vous êtes non pas des militantes ou des militants de la France insoumise, vous êtes les ambassadeurs d'une liste capable de changer Brest pour le mieux. Et cela pour défendre ici, comme partout, les principes de la République sociale. Et s'il y a un principe de la République sociale auquel nous tenons énormément, c'est celui de partir des besoins. Je n'en peux plus comme député d'entendre parfois certains macronistes de droite expliquer que non, sur ce sujet on ne peut rien faire, compte tenu de la contrainte budgétaire. Mais ces gens-là sont-ils députés? Qui est censé décider dans notre République du budget? Les députés eux-mêmes. Et pourquoi pensent-ils donc que cette contrainte budgétaire nous tomberait dessus? Par la magie du Saint-Esprit peut-être? Et que nous serions tenus de la respecter ainsi, chemin faisant, ne faisant rien. Non, il y a la possibilité d'une alternative. Et elle répond à un principe simple, à un double principe, celui qui guidera aussi la politique municipale. Partage des richesses, partage du pouvoir. Vous avez peut-être vu à l'entrée, nous avons fait envoyer à l'ensemble des Brestoises et des Brestois une carte. C'est la carte de la Nouvelle-Brest. Regardez-la bien, parce qu'elle s'enrichira également de tout ce que les Brestoises et les Brestois pourront y mettre dès lors que nous aurons gagné ces élections municipales. Une force nouvelle est en train de voir le jour. Certains d'ailleurs ne nous voient pas arriver. Mais je vous le dis, ces derniers jours, et je commence, malgré mon jeune âge, mais je commence à avoir une certaine expérience des campagnes électorales. Eh bien, je vous le dis, ces derniers jours, les retours sont particulièrement bons. Sur les marchés, au porte-à-porte, il y a quelques hésitants. Mais vous savez, les hésitants, certains viennent me voir en me disant « Ma fille ou mon fils vote pour Cécile », comme une confession. Mais je dis « C'est très bien ». C'est le genre de confession qui me va. Et on discute. Et discutant, je vois bien que, quelque part, ces personnes se disent que la force est là désormais. Et y compris, je vais oser le mot, ici est la force socialiste. Ici est la force qui continue le fil rouge de l'histoire, des luttes sociales, de la conquête des droits sociaux et de la conquête des droits environnementaux. Et beaucoup ne s'y trompent pas, y compris parmi les plus anciens, parmi ceux qui ont donné leur vie à l'engagement. Ils savent, celles et ceux qui aujourd'hui ont ce tempérament-là qui a permis tant de victoires. Alors, c'est clair. Un mot ce soir, à la victoire!
à la victoire pour quelque part donner une chance à notre avenir. Et vous voyez, je suis tombé sur ce petit texte de Philippe Jacotet, un grand poète. Et je vais vous le lire parce qu'il me semble lui-même nourrit ce poème du feu intérieur qui permet dans les temps les plus difficiles de maintenir la possibilité de l'espoir. Voici ce qu'il écrit. Ainsi cette fin du jour où, au-dessus de la maison dont s'allume la première lampe, flamboie en même temps un grand nuage empourpré. La rencontre de la lumière domestiquée avec celle sauvage d'une sorte d'incendie. Ce furent encore, un instant superposés, les images de deux façons de vivre, puisque vivre, si prudent, qu'on se veuille. C'est brûler. Faisons brûler la flamme de l'espoir lors de cette élection, la rouge, la verte, celle de toutes les couleurs. Et désormais, je vous prie d'applaudir celle sans qui, sans doute, comme Cécile Beaudoin, je vous l'ai dit, et surtout vous toutes et tous, je ne serai pas députée. Celle sans qui je n'aurai pas tant d'enthousiasme à mener les combats. Celle avec qui nous avons tant plaisir à se retrouver et celle que je suis honoré d'accueillir avec Cécile à Brest. J'ai nommé Mathilde Panot. Bonsoir à vous toutes et tous. C'est un immense plaisir d'être à Brest et je veux commencer par remercier les interprètes en langue des signes. Merci beaucoup, parce que je crois que c'est une exigence démocratique que chacun puisse comprendre et participer à ces échéances électorales. Donc un merci infini à vous. Et puis, je veux dire le plaisir que j'ai d'être avec Pierre-Yves Cadalin ce soir, qui non seulement est un député, est un ami très cher, mais qui est un député de combat, et qui, en 1 an et demi de mandat, a d'ores et déjà réussi à faire adopter une résolution pour le premier institut des Nations Unies qui pourrait avoir lieu en France sur un sujet qui est un sujet extrêmement important, celui de l'océan, et qui se bat depuis pour qu'il soit installé à Brest avec une antenne en Polynésie. Et c'est une victoire que Pierre-Yves Cadalin a remportée à l'Assemblée. De même, vous avez ici un député qui, en 1 an et demi de mandat, a d'ores et déjà fait une campagne dans tout le pays pour la 6e République, pour dire qu'il est insupportable d'avoir un président de la République, monarque républicain, qui pense pouvoir décider pour tout un peuple, et même contre tout un peuple. Et donc, si cette campagne a été faite, c'est d'abord pour réaffirmer que nous serons toujours de ceux et de celles qui prônons la constituante, le fait que le peuple puisse réécrire les règles du jeu, et le référendum d'initiative citoyenne à l'échelle nationale comme communale. Et Pierre-Yves Cadalin, c'est celui qui a aussi déposé une proposition de loi et fait une campagne pour la gratuité des parkings d'hôpitaux. Car il est insupportable qu'on doive payer pour pouvoir aller se faire soigner ou juste pour pouvoir aller visiter un proche. Cette campagne continue plus que jamais. Et pour ne rien gâcher, Pierre-Yves Cadalin est aussi le député qui, à de multiples reprises, a envoyé dans les corps de l'extrême droite. Vous pouvez en être fiers. De même, je suis très heureuse de venir soutenir la liste Brest Insoumise menée par Cécile Beaudoin. D'abord parce que vous faites une campagne absolument magnifique, je le dis aux militants et aux militantes, et cette campagne est vue partout dans le pays. Et ensuite parce que vous avez de la chance d'avoir Cécile Beaudoin comme tête de liste, parce que je connais Cécile depuis maintenant plusieurs années. Et Cécile est une militante, une femme qui fait partie de ces femmes et de ces hommes qui ne font pas de la politique pour des places, qui ne font pas de la politique pour eux-mêmes, mais d'abord pour celles et ceux qui en ont impérativement besoin. Et enfin, je voudrais vous remercier pour votre nombre et que vous réalisiez que cette campagne municipale ne ressemble à aucune campagne municipale que nous avons vue auparavant. Les meetings que nous faisons un peu partout dans le pays sont remplis à craquer. Pourquoi ? Parce que tout le monde comprend l'enjeu de ce qui est en train de se passer dans le pays. Et que l'enjeu de ce qui est en train de se passer autour des élections municipales et des élections présidentielles qui arrivent
est d'abord de tourner la page de la Macronie et de battre l'extrême droite. Voilà l'enjeu autour de ces élections. D'autant que ces élections municipales n'arrivent pas à n'importe quel moment. Elles arrivent dans un moment où le président de la République veut continuer coûte que coûte une politique dont plus personne ne veut dans le pays. Emmanuel Macron et ses différents gouvernements ont été battus 3 fois dans les urnes. Depuis 2022, Emmanuel Macron a dû user 5 premiers ministres. Et ils ont utilisé 31 49.3 pour faire passer en force des budgets ou encore la retraite à 64 ans. Alors pourquoi ce pouvoir, qui est un pouvoir en fin de règne, peut-il se maintenir? Eh bien, grâce à ceux, et notamment aux socialistes, qui ont refusé la censure du gouvernement Lecornu. Et en faisant cela, non seulement ils ont sauvé Emmanuel Macron, parce que Lecornu était la dernière cartouche d'Emmanuel Macron et que s'il tombait, se posait de nouveau la question de la destitution du président de la République. Faisant cela, ils ont ensuite accepté et avalisé le coup de force qui a été fait contre le résultat des urnes en juin et en juillet 2024 dernier, où le peuple de France a dit très clairement qu'il ne voulait plus de la politique macroniste et qu'il voulait des investissements dans les services publics et le programme du nouveau Front populaire. Mais en faisant cela, ils ont aussi laissé passer un budget extrêmement dangereux pour le pays. Ce budget comporte, fait jamais vu dans la Ve République, 35 milliards de coupes budgétaires. Ce budget, c'est la suppression de 4000 postes de professeurs alors que l'éducation nationale est à terre. C'est 4 milliards en moins pour la santé publique et notamment pour l'hôpital public, alors que là aussi l'hôpital n'en peut plus. C'est des mesures qui viennent directement du programme du Front National, même pas du Rassemblement National, avec par exemple l'exclusion des APL pour les étudiants étrangers ou encore le fait de prendre dans les poches directement des personnes qui demandent un titre de séjour ou une naturalisation avec des frais de timbre qui vont être augmentés par 2 ou par 4, avec un budget qui demande encore moins d'efforts aux plus riches et aux multinationales de ce pays, alors que nous venons d'apprendre que 50 000 millionnaires ne paient pas un seul euro d'impôt sur le revenu. Donc vous pourrez dire merci aux socialistes, puisque depuis dimanche 1er mars, vous avez une baisse des allocations familiales à hauteur de 900 € par an en moins pour les familles les plus précaires et une augmentation des forfaits hospitaliers qui viennent directement des budgets qui n'ont pas été votés, qui ont été passés en force et de la non-censure de M. Lecornu. Alors pourquoi les socialistes ont-ils fait cela? Au départ, ils ont dit « s'il n'y a pas de gouvernement du nouveau Front populaire, nous censurerons le gouvernement Lecornu ». Bon, comme nous censurerons tout gouvernement. Bon, vous voyez, c'est Lecornu, le seul homme de France qui a participé à tous les gouvernements macronistes, et ils n'ont pas censuré. Puis, ils ont expliqué s'il n'y a pas d'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, alors nous censurerons le gouvernement. Il n'y a pas eu d'abrogation, mais un simple décalage d'1 an de la réforme de Borne, d'1 an dans l'application de la réforme de Borne pour la retraite à 64 ans. Et c'est l'occasion pour moi de redire que pour nous, insoumis, la retraite ne sera jamais à 64 ans, elle sera toujours à 60 ans. De même, ils ont expliqué ensuite que s'il n'y avait pas la taxe Zuckman, alors ils censureraient le gouvernement. Taxe Zuckman qui vise juste à un minimum de justice sociale et fiscale dans ce pays pour que les ultra-riches paient en moyenne la même chose que le reste de la population française. Il n'y a pas eu la taxe Zuckman, ils n'ont pas censuré. Puis ils ont expliqué que si le gouvernement ne renonçait pas au 49.3, ils censuraient ce gouvernement. Et le gouvernement a utilisé 3 fois le 49.3 pour passer en force le budget. Les voilà même à le demander à la fin, ce 49.3. Donc, quelle est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas censuré? Eh bien, elle est très simple à comprendre. Sébastien Lecornu a indiqué que si une motion de censure passait, alors il y aurait une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, la raison pour laquelle les socialistes n'ont pas voté la censure, c'est qu'ils ont peur des élections. Et il y a une élection à laquelle ils n'échapperont pas, c'est l'élection des 15 et 22 mars prochains. Et donc, la municipale prend un autre sens. Évidemment que c'est l'occasion pour les habitants et habitantes de Brest de mieux vivre, d'inventer le monde que nous voulons voir advenir. Et c'est tout le programme qui se trouve et qui va être présenté par Cécile Beaudoin juste après, qui se trouve dans le programme de Brest Insoumise.
Mais la municipale prend un autre sens. C'est aussi le moment, à 1 an des élections présidentielles, de commencer à débarrasser le pays de la Macronie et de ses alliés, y compris les socialistes qui leur permettent de continuer de gouverner. Oui, le 15 mars et le 22 mars, c'est l'heure de la censure populaire. Et c'est d'autant plus important que l'air devient irrespirable pour des millions de nos concitoyens. Car s'il y a un responsable de la montée de l'extrême droite dans notre pays, le responsable de cela, ce n'est pas la France insoumise. Ce responsable a un nom. Il s'appelle Emmanuel Macron. Quand vous regardez, en 2017, il y avait seulement 8 députés d'extrême droite qui étaient élus à l'Assemblée nationale. Après 5 ans de Macronie, en 2022, il y a eu 89 députés d'extrême droite. Et après 7 ans de Macronie, en 2024, il y a eu 144 députés d'extrême droite. Quand vous voyez un président de la République qui est capable d'expliquer que le problème de l'hôpital public, ce n'est pas le manque de soignants, ce n'est pas le manque de moyens, mais le problème, je cite, c'est qu'il y a trop de Mamadou. Alors oui, ces gens-là parlent directement comme l'extrême droite. Quand vous avez pendant des mois un ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui parle comme sous Vichy de français de papier, qui glorifie les belles heures de la colonisation, qui crie devant des milliers de personnes à bas le voile et qui parle des jeunes des quartiers populaires comme une régression vers les origines ethniques, oui, nous le disons, la première des choses à faire pour battre l'extrême droite, c'est d'abord d'en finir avec la Macronie. Nous ne baisserons jamais les yeux face à l'extrême droite, car nous ne sommes pas dupes de ce qui est en train de se passer dans le pays. Depuis la mort de Quentin Desranques, il y a une instrumentalisation de cette mort pour cacher la véritable violence dans ce pays. Et vous, à Brest, vous en savez quelque chose. Je veux dire ici mon soutien total et entier à l'ensemble des militants et des personnes agressées par l'extrême droite depuis maintenant des semaines, à Édouard Eddy, aux militants qui étaient en train de faire une collecte alimentaire, aux personnes qui étaient simplement assises sur une terrasse dans un bar et qui se sont fait agresser. Oui, nous ne sommes pas dupes, car nous savons que rien que depuis 2022, 12 personnes au moins ont été tuées par l'extrême droite et que ces personnes-là n'ont jamais eu 1 minute de silence à l'Assemblée nationale. Ces personnes avaient des noms. Elle s'appelle Jamel Benjabala. Jamel Benjabala, écrasé devant les yeux de sa fille de 9 ans par un militant de la brigade française patriote chez qui on a retrouvé des obus, des grenades, des armes. Brigade française patriote qui n'est toujours pas dissoute. Elle s'appelait Hichem Miraoui, abattu de 5 balles dans le Var. Elle s'appelait Aboubacar Sissé, poignardé de 57 coups de couteau dans une mosquée dans le Gard. Elle s'appelait Federico Martin Aramburu, assassiné par 2 militants du GUD. Vous savez, Federico Martin Aramburu, ce rugbyman argentin, qui a été assassiné à 3 semaines seulement de l'élection présidentielle de 2022. Et lorsque nous en parlons, notamment sur France Inter, qui nous disent, bien sûr, nous en avons parlé à l'époque, eh bien, Acrimed, vous savez, cet observatoire des médias critiques, eh bien, a fait un travail extraordinaire pour montrer que, certes, ils en ont parlé. Le jour où Federico Martin Aramburu a été assassiné, ils en ont parlé dans le journal du matin, dans le journal du midi et même dans le journal du soir, comme un simple fait divers qui se serait passé. Mais dans les 15 jours qui ont suivi, ils ont reçu 4 dirigeants d'extrême droite dans la matinale de France Inter. Et à ces 4 dirigeants d'extrême droite, dont Marine Le Pen, ils n'ont pas posé une seule question, ni sur Federico Martin Aramburu, ni sur les liens du Rassemblement national avec le GUD, qui a donné des millions à cette organisation d'extrême droite, ni même sur la violence d'extrême droite. Voilà le 2 poids, 2 mesures qui est révoltant dans ce pays. Et nous savons que c'est l'extrême droite qui tue. Chacun sent le moment de bascule dans lequel est notre pays. Et oui, il y a une fascisation, et il faut dire les mots, une fascisation de l'élite politico-médiatique. En 1 semaine, nous avons eu une marche néo-nazie autorisée exactement 82 ans après l'exécution du résistant Missak Manouchian,
panthéonisée il y a 2 ans dans notre pays. Une marche autorisée alors que dans la France de Macron, des marches en soutien du peuple palestinien sont-elles interdites? Marche dans laquelle il y a eu des saluts nazis, des chants homophobes et des chants racistes. En une semaine, nous avons la candidate des Républicains à Marseille qui assume tranquillement qu'elle partage les valeurs du pétainisme, travail, famille, patrie. Pétain, je le rappelle, qui a été frappé d'indignité nationale dans notre pays. Et en une semaine, vous avez une ministre du gouvernement de la République française qui qualifie la France insoumise d'anti-France. Je rappelle qu'anti-France est un terme qui vient directement du théoricien d'extrême droite antisémite Charles Maurras, qui à l'époque désignait ainsi les juifs, les étrangers, les francs-maçons et les communistes. Et que cette même ministre ose derrière faire un appel aux candidats du Rassemblement national pour se retirer lorsque la France insoumise peut gagner une municipalité, c'est-à-dire propose directement un accord électoral avec l'extrême droite. Et que dans cette même semaine, vous avez Olivier Faure qui ose mettre dos à dos les fascistes et les antifascistes. Je le dis ici solennellement, il faut refuser absolument cette équivalence. Il n'y aura jamais d'équivalence entre les antifascistes et les fascistes. Et je mets en garde. Parce que je mets en garde, ce qui est en jeu n'est pas seulement la France insoumise. Alors évidemment, certains rêvent de nous voir disparaître, parlent de dissolution de la France insoumise, et sur ce point, ils peuvent rêver, vu le nombre que nous sommes ce soir. Nous leur disons, plus vous nous tapez, plus nous sortons de l'ombre, et plus nous sortons en ombre. Mais ce qui est en jeu est bien plus grand que cela. Ce qui est en jeu, c'est la démocratie dans notre pays. Quand vous avez un ministre de l'enseignement supérieur qui explique que dorénavant, une conférence que nous pourrions faire dans des universités pourrait être interdite en cas de trouble, de risque de trouble à l'ordre public, cela veut dire très concrètement qu'il suffira que n'importe quel groupuscule d'extrême droite menace d'être devant une conférence pour que la conférence soit interdite. Puis ce sera nos meetings à 1 an des élections présidentielles. Nous le disons très clairement, nous n'accepterons jamais que les fascistes fassent la loi dans ce pays. Ce qui est en jeu, c'est la démocratie, mais c'est l'identité républicaine de la France. Et je veux redire à ceux qui ont oublié l'histoire, y compris du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste, de toute la gauche dans ce pays, que la République s'est construite sur l'antifascisme. Le Front populaire s'est construit sur l'antifascisme, notamment contre les défilés des ligues fascistes en 1934. Que la résistance à l'occupation nazie était fondée justement sur une culture commune, y compris de gens de droite qui se disaient antifascistes. Donc il n'y a pas de juste milieu entre le fascisme et l'antifascisme, si ce n'est la collaboration. Il n'y a qu'un côté de la barricade et nous assumons fièrement d'être antifascistes et de le rester. Oui, Cécile Beaudoin et la liste Brest Insoumise et la liste qui ne cédera rien à l'extrême droite, ni rien à la Macronie. Et je vais vous dire qu'il y a urgence à changer des choses dans ce pays. Car loin de leurs fantasmes et délires racistes, nous avons beaucoup de choses à faire pour l'avenir. Notamment, nous avons, nous, comme génération humaine, et là je ne parle pas des âges de chacun et chacune, mais nous avons comme génération humaine, comme celle vivant actuellement dans notre pays et sur cette planète, un défi à relever que personne avant nous n'a eu à relever, qui est le défi du XXIe siècle, c'est-à-dire comment nous faisons face au dérèglement climatique. Il y a eu depuis des semaines toute une partie de la France qui était sous l'eau. La question est de savoir comment à la fois nous atteignons le dérèglement climatique et comment nous adaptons au dérèglement climatique. Et il y a eu un scandale qui est passé complètement sous silence depuis ces derniers jours, qui est la décision d'Ursula von der Leyen au niveau de la Commission européenne d'appliquer provisoirement
l'accord de libre-échange, le pire accord de libre-échange jamais négocié par l'Union européenne, l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, sans aucun vote au Parlement européen, sans aucun vote des parlements nationaux, si ce n'est que celui que nous avons fait dans notre niche parlementaire et qui est réaffirmé que nous ne voudrons jamais du traité de libre-échange avec le Mercosur, ni aucun traité de libre-échange qui sont des traités d'un autre temps. Donc, il y a urgence à s'occuper de ces questions, comme il y a urgence, et je sais qu'ici cela va vous parler, il y a urgence à tourner la page d'un système qui nous rend toutes et tous malades. Ce qui s'est passé l'été dernier, avec la pétition contre la loi Duplon qui a réuni plus de 2 millions de signatures, c'était d'abord la réaffirmation que le cancer, la maladie de Parkinson et beaucoup d'autres maladies chroniques sont d'abord des maladies politiques et que ce sont des choix politiques qui nous rendent malades. Ici, vous le savez, avec un modèle agricole, industriel et notamment la question des pesticides, vous le savez avec la question des algues vertes. Et je voudrais avoir une pensée toute particulière ce soir pour ceux pour qui Emmanuel Macron n'a pas eu un mot, c'est-à-dire le collectif des irradiés de l'île Longue, qui se battent pour obtenir justice, reconnaissance et réparation pour ces travailleurs qui ont reçu des doses hautement radioactives sans le savoir absolument et dont la moitié des gens du collectif ont d'ores et déjà été emportés par le cancer. Oui, la France et l'État leur doit justice, leur doit réparation et leur doit reconnaissance que c'est l'État qui les a rendus ainsi malades. Oui, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, notamment le partage des richesses. Nous n'acceptons pas que 53 milliardaires, c'est-à-dire 53 personnes, possèdent autant que 32 millions de Français et de Françaises, soit quasiment la moitié de la population. Vous et moi, nous avons du mal avec les milliards, nous n'en avons pas. Donc, pour vous expliquer ce qu'ils ont volé et pillé au pays, je vais vous donner un exemple très concret. Quand on dit que les ultra-riches ont multiplié leur fortune par 2 depuis 2017, ça veut dire très concrètement qu'ils ont pris en argent au pays la création, l'équivalent de la création de 10 000 postes de professeurs payés pendant 400 années. C'est cela qu'ils ont volé au pays. Eh bien, avec nous, ça sera fini. Et peut-être est-ce pour ça qu'ils nous tapent autant dessus. Oui, il y a urgence à empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, car c'est une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Et je pense notamment aux personnes victimes de racisme. Je pense aux personnes LGBT. Je pense aux femmes qui, à chaque fois, sont les premières touchées par les décisions d'extrême droite, partout où ils prennent le pouvoir. Et je veux saluer les marches qui ont eu lieu ce dimanche, massives partout dans le pays, qui réaffirmaient que le féministe était antifasciste ou il n'était pas. Oui, c'est une question de vie ou de mort. Et comme les républicains espagnols face aux fascistes espagnols qui entraient dans des bâtiments publics en disant « Vive la mort », nous, comme les républicains espagnols, nous réaffirmons « À bas la mort et vive la vie ». Il y a urgence à ce que nous changions ce système et notamment il y a urgence à ce que la France retrouve une voie indépendante au service de la paix. Et je veux dire un mot sur les guerres illégales que sont en train de mener les suprémacistes Trump et Netanyahou. Nous sommes avec un génocide qui continue toujours à Gaza, après plus de 2 ans de génocide, et une colonisation qui continue de s'accentuer en Cisjordanie. Depuis, il y a eu une guerre illégale menée avec des frappes sur l'Iran, puis maintenant sur le Liban. Et je veux vous dire, même si je sais qu'ici vous le savez, qu'il ne faut jamais croire les propagandistes de guerre. Trump change à peu près de version tous les jours. Il a d'abord expliqué que c'était parce que l'Iran avait un programme nucléaire. Or, le directeur de l'Agence de l'énergie atomique dit lui-même que l'Iran n'a pas de programme nucléaire abouti et que donc c'est un mensonge. Ensuite, ils ont expliqué que l'Iran avait des missiles balistiques dont même la CIA ne trouve aucune trace. Puis ensuite, ils nous ont raconté la fable qu'ils font à chaque fois, la fable de la démocratie. Vous savez, comme si on libérait un peuple à coups de bombe. Et je veux redire ici notre solidarité entière et totale avec le peuple iranien qui a d'abord subi une répression sanglante et qui maintenant se retrouve sous des bombes. Avec une pensée particulière pour les familles des plus de 150 écolières qui ont été tuées par une frappe états-unienne et de même qu'une pensée pour les 10 millions de personnes qui sont actuellement à Téhéran,
qui se retrouve empoisonné avec une frappe qui a été faite sur un dépôt pétrolier, qui va provoquer des maladies chroniques et des cancers, qui va empoisonner les chairs, les sols pendant des décennies et des décennies. Non, on ne libère pas un peuple avec des bombes. L'avenir du peuple iranien appartient à lui et à lui seul, et pas à Trump ni à Netanyahou. La France doit refuser de participer à cette guerre illégale. Je rappelle qu'il y a 700 soldats français qui se trouvent au Liban et que, contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas une guerre au Hezbollah qui est faite, mais bien une guerre au peuple libanais. Car il y a eu 1864 violations du cessez-le-feu par Netanyahou depuis le cessez-le-feu en novembre 2024. Donc, nous sommes très inquiets quand nous voyons que c'est l'Espagne qui prend le rôle que la France devrait avoir pour dire nous ne participerons pas à cela, pour dire comme la France s'était honorée à le faire en 2003, nous ne sommes pas d'accord avec ces guerres impérialistes qui ne visent qu'une seule chose, le pétrole. Nous sommes très inquiets quand nous voyons un ministre des Affaires étrangères se vautrer dans les pires mensonges de Netanyahou pour attaquer la rapporteure spéciale des Nations Unies, à qui je veux apporter tout notre soutien, Francesca Albanese, rapporteure spéciale au territoire palestinien occupé, en appelant à sa démission pour des mots qu'elle n'a jamais prononcés. Oui, à chaque instant, soyez fiers, comme personne et comme peuple, de continuer de dire que nous serons toujours du côté du droit international, que nous continuerons de dire fièrement que face à un génocide, on ne se tait pas, on le combat. Et je veux terminer par dire sur cette question que nous sommes fiers comme insoumis d'avoir porté au niveau européen une initiative citoyenne européenne qui vise à ce qu'enfin il y ait des sanctions qui soient prises. Il y a eu 20 trains de sanctions contre Poutine pour les violations du droit international en Ukraine. Il y a toujours 0 sanction contre Netanyahou pour les violations en Palestine, au Liban et dans d'autres pays. Et donc, si nous atteignons 1 million de signatures, nous pouvons forcer la Commission européenne à suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et c'est primordial, parce que non seulement il faut des sanctions, mais je suis fière de vous dire que la majorité des signatures vient de la France et qu'il faut continuer à signer, car nous avons dépassé les 500 000 signatures. Alors, je terminerai par dire que puisqu'on nous racontera à chaque fois que c'est impossible, que nous avons la force d'inventer un autre avenir. D'abord, rappelez-vous qu'en 2024, 27 sondages sur 27 donnaient l'extrême droite en tête et que l'extrême droite est arrivée 3e et que c'est nous qui l'avons emportée. Grâce à la mobilisation massive aux urnes des quartiers populaires, de la jeunesse de ce pays, des militants politiques, associatifs et syndicaux qui ont sauvé la République de l'extrême droite. Et je vais vous dire, c'est leur pire cauchemar, car ils se sont rendus compte de quelque chose. Quand vous faites une politique pour les plus riches, eh bien, pour produire un seul riche, il faut condamner beaucoup de gens à la pauvreté, à la misère, au mal-logement. Et lorsque les gens qui ont souffert de ces politiques reviennent massivement aux urnes, alors la voix des ultra-riches et de ceux qui sont contents du gouvernement actuel ne vaut rien. Par exemple, Bernard Arnault, pour sa fortune, c'est 9 millions de personnes au SMIC. Quand les 9 millions de personnes au SMIC retournent aux urnes, je vous assure que la voix de Bernard Arnault est noyée dans tout cela. Et ainsi apparaît leur cauchemar. Nous sommes plus nombreux et nombreuses qu'eux. Alors, d'ici à l'élection, chacun et chacune ici a une tâche politique. Évidemment, notre nombre est un signal très important. Mais il faut partout faire connaître les dates des élections car beaucoup de gens ne la connaissent pas encore. Il faut redire que c'est ce dimanche qu'on commence et que le premier tour compte énormément. Il ne faut pas attendre le second tour. Que c'est ce dimanche qu'on commence et que le dimanche d'après, on recommence. Pour voter pour Cécile Beaudouin, il faut prendre des procurations lorsque les gens ne sont pas là. Et si vous trouvez des gens qui disent que voter ne sert à rien, rappelez-vous qu'en 2022, Pierre-Yves Cadalin a raté les élections législatives à 118 voix. Et que donc, chaque voix va compter. Car ce n'est pas la même chose d'avoir un Pierre-Yves Cadalin ou je ne sais quel député macroniste qui obéit à tout ce que dit le gouvernement et fait passer des 49.3 et des budgets qui appauvrissent le peuple. Donc, pas une voix ne doit manquer les 15 et 22 mars prochains. Et cela est la tâche politique de chacun et chacune qui doit aller voir ses voisins, ses proches, ses amis, sa famille pour dire
tu vas bien voter le 15 et le 22 parce qu'aucune voix ne doit manquer. Et je le dis parce que je prends ça pour un très bon signal. François Hollande a promis que nous ne serons pas au second tour de l'élection présidentielle. Alors, comme vous le savez, François Hollande ne tient jamais ses promesses. Donc, ça nous laisse toutes nos chances pour l'année prochaine et ça commence avec les élections municipales. Je terminerai par ce que disait la grande militante féministe et anticolonialiste malienne, sage-femme, Awa Keïta, qui disait « La seule arme que nous possédons est la politique. » Oui, la seule arme que nous possédons est la politique. Alors, les 15 et 22 mars, armez-vous de votre bulletin de vote pour faire élire Cécile Beaudouin et toute l'équipe qu'il y a autour d'elle. Du bruit pour Mathilde, s'il vous plaît. Merci Mathilde. Je sais pas pour vous, mais ça donne la pêche, hein. Ça recharge. Bon, faut aller voir tout le monde du coup d'ici dimanche pour aller voter, hein. Motiver les amis, les voisins, la famille. Bon, j'ai pas le coffre de Mathilde et j'ai pas les poèmes de Pierre-Yves, mais j'ai quelques citations en stock aussi. Et ce que tu as dit notamment sur cette montée du fascisme et ces gens qui se compromettent là-dedans me fait penser à une citation de Antonio Gramsci, membre fondateur du Parti communiste italien, qui disait « Le nouveau monde tarde à apparaître, l'ancien monde se meurt, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Et là, on voit là cette année, on voit récemment qu'il y a plein de gens qui montrent leur vrai visage dans ce choix à faire entre la clarté et l'obscurité. En tout cas, vous pouvez compter sur Cécile Beaudouin, qui va venir prendre le micro pour nous parler de la clarté qu'on va imposer dans cette ville de Brest dès les 15 et 22 mars prochains. Résistance. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir à toutes et tous. Merci du fond du cœur pour votre présence en nombre ce soir. Vous êtes venus, je crois, pas seulement pour la camaraderie, la musique et l'apéro, mais parce que nous sommes à l'aube d'un moment historique. Nous sommes à l'aube où la mairie de Brest va enfin prendre ce grand virage à gauche. Comme de coutume, je commence par des remerciements. Merci beaucoup aux artistes, à By One and the Good Vibes qui ont commencé la soirée et à ceux qui vont suivre. Je vous spoile pas tout. Merci aux interprètes en langue des signes française qui rendent ce moment accessible. Merci encore à vous. Merci aux militantes et aux militants qui ont organisé ce moment, qui ont rangé la salle, qui vont ranger la salle, qui ont plutôt installé la salle, qui sont au service d'ordre et qui nous permettent à chaque fois de tenir ces événements en toute sécurité. Merci à vous. Merci à nouveau à Édouard et Aurore, l'incroyable duo qui dirige cette campagne. Merci beaucoup. Et enfin, merci Pierre-Yves et merci Mathilde pour vos mots. C'est un plaisir et un honneur que de militer avec vous depuis toutes ces années. Vous nous rendez infiniment fiers chaque jour parce que les combats que vous menez à l'Assemblée nationale et dans vos circonscriptions sont les nôtres. Merci. Cette soirée est une manière de célébrer la fin proche de la campagne du premier tour de cette élection. Un chanceux vendredi 13 mars à minuit, après le dernier porte-à-porte et le dernier collage. J'adresse mes plus chaleureuses félicitations à toutes les militantes et à tous les militants qui ont prêté main forte sur toutes les actions de cette campagne depuis le mois de septembre.
Quel plaisir c'est de voir parfois une personne qu'on a croisée juste une fois ou deux passer la porte de notre local de campagne au 212 rue Jean Jaurès et prendre quelques tracts et prendre quelques affiches et dire « Je vais faire ma part et je suis avec vous ». Merci, franchement merci. Merci à vous toutes et tous. Nous avons mené et nous continuerons jusqu'à la dernière minute à mener une superbe campagne joyeuse et enthousiasmante. Et quoi qu'il arrive, ce dimanche 15 mars, nous n'aurons absolument rien à regretter. Cette campagne est menée par des militants insoumis et des militantes insoumises, mais pas que. Puisque la force de la liste Brest Insoumise est aussi d'être une liste d'ouverture. Quand, en juillet dernier, nous avons choisi ce nom, Brest Insoumise, comme nom de notre liste, nous l'avons dit, il y a de nombreuses façons de s'insoumettre. On peut s'insoumettre au système capitaliste, patriarcal et raciste qui nous opprime, en nous investissant dans des syndicats, dans des associations, dans son travail de tous les jours. On peut s'insoumettre en étant comme Nolwenn, présente à chaque manifestation pour qu'advienne enfin la paix en Palestine. On est insoumise quand, durant toute sa vie, comme Yvette, on a lutté pour offrir aux jeunes de Kéréderne des loisirs, du sport, des moments d'évasion. On est insoumis quand, comme Bruno, on a le courage de bifurquer, de choisir un nouveau chemin pour s'opposer le plus concrètement possible à l'extrême droite. Voilà des insoumises et des insoumis qui, peu importe qu'ils soient encartés ou non, de toute façon il n'y a pas de carte, nous rendent fiers. Vous savez bien que je ne peux pas citer les 55 noms de la liste comme ça, sinon on est encore là demain. Mais évidemment, le cœur y est. Cette liste est forte de sa variété, qui représente tellement Brest. Et elle est forte du soutien d'un comité de plus de 300 personnes, auquel s'ajoutent encore des gens chaque jour, bien qu'ils soient techniquement clos. Merci du fond du cœur à vous toutes et tous qui avez affiché avec fierté votre soutien à la liste Brest Insoumise. Merci à Sandia qui préside ce comité de soutien et qui a d'ailleurs participé à le remplir, à le rendre visible et à faire sa campagne. Avec Brest Insoumise, notre premier objectif est toujours de lutter contre l'abstention. D'abord en présentant un programme ambitieux, enthousiasmant et vecteur de cohésion sociale, et ensuite en essayant de redonner confiance aux trop nombreuses personnes qui sont désabusées. Dans les porte-à-porte, régulièrement, on l'entend. Je ne vote plus, je suis dégoûtée, j'y crois plus, je n'ai plus confiance dans les politiques, ils sont tous pareils. À ces personnes, à chaque fois, nous répondons, nous autres insoumises et insoumis, nous ne sommes pas miraculeusement meilleurs que les autres. Mais par contre, on peut vous assurer de deux choses. Nous allons tout donner et nous n'allons jamais laisser tomber. Si nous étions des gens qui laissent tomber, nous aurions déjà abandonné depuis longtemps la lutte contre le capitalisme et l'austérité budgétaire. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons soutenu de toutes nos forces les mobilisations sociales du 10 et du 18 septembre dernier. Nous avons voté la censure du gouvernement Lecornu et nous ne cesserons jamais de réclamer le départ de tous les gouvernements illégitimes nommés depuis juillet 2024 et l'odieux déni de démocratie du président de la République. Si nous étions des gens qui laissent tomber, nous aurions abandonné les Palestiniennes et les Palestiniens dans leur lutte pour la survie. Nous aurions cédé sous les attaques infâmes et mensongères de ceux qui nous traitent d'antisémites. Jamais le soutien à la Palestine et la lutte contre la colonisation en Cisjordanie ne doit être confondu avec le poison de l'antisémitisme qui, rappelons-le, se manifeste largement à l'extrême droite. Rappelons-le que c'est dans les rangs des députés du RN que se trouve Frédéric Boccaletti qui vendait des livres négationnistes dans sa librairie. Rappelons ici, à Brest, que c'est sur la liste de M. Yves Pagès que se trouve une candidate qui s'amuse en affublant son enfant d'une moustache et en l'appelant mon petit hitlérien, comme l'a révélé le média Street Press en début de semaine.
Nous ne céderons jamais dans le combat contre l'antisémitisme et contre tous les racismes. Nous ne céderons jamais dans le combat pour une paix juste en Palestine. Et pour tous les peuples du monde, nous clamons non à la guerre, oui à l'autodétermination des peuples. Enfin, si nous étions des gens qui laissent tomber, nous aurions laissé tomber la lutte antifasciste face au torrent de haine et de désinformation qui ont déferlé sur nous à la suite de la mort de Quentin Derenque, militant nationaliste d'extrême droite à Lyon. Nous l'avons dit immédiatement et nous l'avons répété depuis. Nous nous opposons à la violence physique dans le combat politique. Mais nous répétons aussi qu'il est impossible d'occulter le fait que la violence fait partie intégrante du programme politique de l'extrême droite, qu'elle est responsable de 12 morts depuis 2022. Et ici à Brest, on se souvient de Clément Méric, tué dans la rue à Paris en 2013. Ici à Brest, nous avons 3 listes d'extrême droite, dont 2 qui ne veulent pas dire leur nom. Nous ne les laisserons jamais passer. Nous ne les laisserons pas accéder à un seul siège de ce conseil municipal. Et je vous appelle à venir en grand nombre samedi 14 mars à 14h30, place de la Liberté, pour une marche contre le racisme, contre le fascisme et les violences d'État. Aujourd'hui, plus que jamais, siamo tutti antifascisti. Vous n'êtes pas fatigués, hein? Non, vous n'êtes pas fatigués. Nos adversaires, ils aimeraient bien qu'on se fatigue. Mais j'ai un petit conseil pour eux. N'espérez jamais qu'on se fatigue, parce que ça n'arrivera pas. Ici, à Brest, entre 2015 et 2020, il y avait au conseil municipal quelqu'un que nous avons l'honneur d'avoir sur notre liste. J'ai nommé Julie Le Goïc, qui n'a jamais laissé tomber, malgré les attaques et les menaces. Et Julie, c'est rien de dire que tu n'as pas laissé ce conseil municipal socialiste ronronner tranquillement. Rien qu'une insoumise au conseil municipal, et ils étaient en PLS, comme on dit. Alors imaginez un seul instant la panique dans laquelle ils se trouvent actuellement. Il ferme les yeux et là il voit sur les bancs du conseil municipal Christophe Oswald, Malik Niang, Soulef Bentrad et ils se font des cheveux blancs. Mais à nouveau, pas d'inquiétude, rassurons-les. Ils n'auront pas à composer avec 3 ou 4 insoumis sur les bancs du conseil municipal. Ils auront une mairie insoumise. Comme je le disais, cette équipe, elle est forte, elle est enthousiaste, elle est belle et elle a besoin de vous. Aidez-nous. Ce soir, chacune et chacun d'entre vous peut encore cette semaine convaincre vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues. Chaque voix compte. Cette fin de campagne, vous êtes toutes et tous des militants de Brest Insoumise. À l'entrée de la salle, vous trouverez de quoi vous investir. Vous pouvez laisser votre mail pour être recontacté. Vous pouvez prendre la fiche action qui récapitule les tractages et les porte-à-porte de cette fin de semaine. Vous pouvez prendre des tracts, des affiches et continuer inlassablement à convaincre tout autour de vous. Vous pouvez aussi contribuer à financer notre campagne parce qu'on n'a pas le compte en banque de Maëlle de Calan. Une boîte à dons est disponible également au fond de la salle. Merci à vous pour votre soutien. Votre aide est essentielle pour porter à la mairie un programme de rupture,
celui de la Nouvelle-Brest. Brest ne peut être autre qu'une ville engagée pour la paix. Et il y a quelques jours, dans cette même salle, des représentants de la majorité actuelle se sont offusqués quand des citoyens les ont questionnés sur leur refus de hisser le drapeau palestinien devant la mairie. Ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Avec Brest Insoumise, nous ferons vivre une culture de paix en rendant hommage aux peuples opprimés et aux pays attaqués. Nous organiserons de nouveaux jumelages pour matérialiser concrètement ce soutien. Nous aiderons l'Arsenal à préparer sa transition vers une économie de la paix. Et enfin, nous créerons un réseau international des villes détruites par la guerre pour enfin partager nos expériences, savoir ce que c'est qu'être une ville détruite par la guerre et exiger réparation. Avec Brest Insoumise, nous mettrons également en place une brigade du mal-logement pour lutter contre les logements insalubres, les marchands de sommeil, et nous forcerons aussi le bailleur social BMH à enfin respecter les locataires et à ne pas les traiter comme des personnes interchangeables. Nous n'accepterons jamais que des gens dorment à la rue à Brest et nous réquisitionnerons des logements si l'urgence est là. Nous ferons vivre enfin une écologie populaire en développant la sécurité sociale de l'alimentation, en refusant les grands projets inutiles et destructeurs de la biodiversité, en créant partout 1000 petits jardins vivants. Peu à peu, nous mettrons en place la gratuité des transports en commun pour une ville qui, enfin, appartienne à tous ses habitants. Nous sommes pour changer la vie, pour changer la ville, pour une école totalement gratuite, cantine comprise, pour une ville en bonne santé, pour faire vivre toutes les cultures, pour démocratiser la politique, pour une ville féministe, antiraciste et antifasciste, pour une alimentation de qualité pour toutes et tous, pour une ville, enfin, fière d'être populaire. Enfin, ici à Brest, nous assurerons l'égalité totale de tous les citoyens et les citoyennes, de toutes les personnes brestoises, étrangères, venues d'ici, venues de là, venues d'ailleurs, aux gens du voyage, leur égalité totale devant les services publics. Nous nous engageons également à rendre toutes les communications municipales 100% accessibles en utilisant la langue des signes française, le facile à lire et à comprendre, les versions audio. Nous ouvrirons 3 nouvelles mairies de quartier à Kergoat, Penarcréache et Kelly-Verzan pour rapprocher davantage la République de ses habitants. Nous aiderons tous les nouveaux venus, quels qu'ils soient, à s'installer à Brest, ville d'accueil, à trouver un logement, du travail, à s'épanouir. Et oui, Brest, ville d'accueil, bien sûr, n'en déplaise aux diviseurs du peuple. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde est la bienvenue. Alors pour conclure, de manière joyeuse et festive, et ça me fait tellement plaisir de l'accueillir, je reprends les mots du rappeur brestois Armel Malabar, qui nous fait le plaisir d'être ici ce soir. À vous toutes et tous et à tous ceux qui viendront, bienvenue à Brest. Attends, DJ, attends. Alors, je vais chanter avec tout le monde. Est-ce que vous connaissez la parole de la chanson Bienvenue à Brest? On va faire juste le début. Automne! Apparemment, tous ceux qui sont là ne sont pas de Brest. Donc, voilà, je vais vous souhaiter bienvenue à Brest. Donc, chaque fois que je vais dire automne, vous dites il pleut. D'accord? Automne!
Hiver. Printemps. Même été. Bienvenue à Brest. Ils veulent que je parte, mais moi je reste. DJ, tu peux mettre la chanson. Bienvenue à Brest. Hiver, il pleut. Printemps, il pleut. Même été, il pleut. Ouais, bienvenue à Brest. Bienvenue à Brest. Dans ma ville, il pleut, mais c'est la beste. Ils veulent que je parte, mais moi je reste. Bienvenue à Brest. Bienvenue à Brest, c'est ma ville, c'est ma maison. Été, automne, hiver, en une journée à 3 saisons. Il pleut que sous les cons, c'est ce que disent les Bretons. Les Bretons sont des frères parce qu'ils ont qu'un père. Il y a des crêpes, beurre salé, une merveille. Kouniaman, un délice sans pareil. Il y a des crêpes, beurre salé, une merveille. Kouniaman, un délice sans pareil. Bienvenue à Brest. Dans ma ville, il pleut, mais c'est la beste. Ils veulent que je parte, mais moi je reste. Bienvenue à Brest. Bienvenue à Brest. Dans ma ville, il pleut, mais c'est la beste. Ils veulent que je parte, mais moi je reste. Bienvenue à Brest. Bienvenue à Brest. Ici la Brest. C'est là, ils sont 1 jour, 2 jours, la pluie sont 3 jours, 4 jours. Balade sur le beau temps d'été, on garde une veste à côté. On n'est pas loin de tout, c'est tout qui est loin de nous. Pain chocolat ou chocolatine, je me demande qui a raison. Le stade brestois, des supporters comme si toi, brille comme un mur coloré. Brest, une ville à explorer. Il y a des crêpes, beurre salé, une merveille. Kouniaman, un délice sans pareil. Il y a des crêpes, beurre salé, une merveille. Kouniaman, un délice sans pareil. Bienvenue à Brest. Dans ma ville, il pleut, mais c'est la beste. Ils veulent que je parte, mais moi je reste. Bienvenue à Brest. Bienvenue à Brest. Dans ma ville, il pleut, mais c'est la beste. Ils veulent que je parte, mais moi je reste. Bienvenue à Brest. Merci, 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 merci.